Rendre hommage à ces anonymes qui ont fait dérailler la mécanique la plus mortifère de l'histoire. François-Guillaume Laurin est rédacteur en chef Idées Histoire pour l'hebdomadaire Le Point. Il a publié Il fallait bien les aider chez Flammarion, un livre qui parle des justes, ces personnes qui ont risqué leur vie pour aider bénévolement des juifs pendant la Shoah. Le journaliste et historien était présent au Salon du Livre du Mans. Il revient pour nous sur cette enquête qui l'emmène très rapidement ici en Sarthe. Oui, en fait, c'est parti d'un reportage où je viens à Beaufay, dans la Sarthe, pour une cérémonie. Je découvre qu'il y a donc chaque année une vingtaine de cérémonies de remise de médailles des justes, et qu'il y a encore des gens dans la Sarthe, mais ailleurs, qui font un travail d'historien pour constituer ces dossiers pour que les personnes qui sont maintenant décédés, soient reconnus à titre posthume. Moi, je pensais très naïvement que les justes étaient entrés à titre collectif au Panthéon en 2007. Je découvre aussi qu'il y a donc ces gens-là, ces bénévoles, ce que j'appelle une chaîne de mémoire, des maillons qui travaillent, parce qu'il faut 2 témoignages écrits pour que le juste soit reconnu par l'Institut Yad Vashem à Jérusalem. Donc c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué évidemment avec le temps qui passe. Et là je me dis tiens, il y a quelque chose de très frappant et assez vertigineux, c'est que aujourd'hui il y a une chaîne de mémoire comme il y avait eu il y a 80 ans une chaîne d'entraide. Et aussi là aussi des Français comme tout le monde qui en leur âme et conscience, parce que au moment où la haine et la mort frappaient, se lient et lient leur vie, leur destin à d'autres destins, avec soit des inconnus qui frappent à leur porte, soit des gens qu'ils ont pu connaître avant-guerre, leurs voisins, ou des gens comme des nourrices qui ont pu avoir des enfants juifs avant-guerre, dans le grand bassin parisien. Des tas de raisons, et je me dis, là il y a quelque chose de très fort, où le passé est encore extrêmement vivace. Aujourd'hui, il est plus que commémoré, plus que célébré, il est travaillé, fouillé, reconnu. Et donc voilà, c'est vraiment, le livre est né en Sarthe avec cette cérémonie et les Herzbaum. Alors pour vous donner un exemple très concret, les Herzbaum, en fait, c'était déjà la 2e personne qui les sauvait, puisque ce sont des tailleurs à Paris. Ils sont avertis de la rafle du Veldiv et ils vont voir leur voisine d'en face, Madeleine Gauthier, dont ils font les habits. Et elle les cache pendant quelques jours, et puis à un moment, elle dit non, c'est trop dangereux, vous devez partir. Donc elle va être reconnue, elle aussi, l'année dernière. Et eux, ils ont des amis tailleurs qui sont déjà partis dans la Sarthe et qui leur font savoir que à Beaufay et dans les environs, on peut se cacher, on peut trouver des pensions, Et donc de fil en aiguille, ils s'y retrouvent. Et là, ils vont sous un faux nom se trouver à Beaufay. Puis 6 mois après, lui va être arrêté, la mère qui a un statut un peu différent reste à Beaufay avec ses enfants, mais là, 2e rafle, et elle leur dit, au moment où les Allemands arrivent, à ses gosses, passer par la fenêtre et aller voir Léontine Bracchi. Léontine Bracchi, c'est quelqu'un... Bon, ils ont eu des contacts, évidemment, avec la population. Et elle se dit que peut-être cette dame va avoir le cœur assez gros pour... C'est un gros risque qu'elle prend, la mère. Bien sûr, parce que c'est interdit. Ils ont été dénoncés par une lettre. Ils ont été eux-mêmes déjà dénoncés. J'ai retrouvé la lettre avec Yves Moreau qui m'a aidé, avec Marie-Aimée Hid qui m'a aidé également. Et elle les balade, elle les cache d'abord, et puis elle se charge aussi de trouver d'autres caches, parce qu'elle se dit il faut les changer de lieu. Et elle a vu sans doute souffrir dans la détresse cette mère de famille, ses enfants. Elle fait des travaux de couture, elle connaît tout le monde en fait. Et elle se dit c'est possible. Sans doute, elle a évalué la situation, elle a mesuré les risques aussi. Elle les prend quand même, il y en a toujours. Et puis, c'est ça qui est assez fort, c'est-à-dire que ce sont des initiatives individuelles, isolées, qui font faire dérailler toute une administration, en fait, tout un collectif, tout un pouvoir, toute une machine. Et vous retrouvez à Jérusalem, à l'Institut Yad Vashem, où je suis allé, où je raconte dans l'épilogue, le mur des justes, qui est immense dans le jardin. J'ai pas compris au départ, il y a un train de la Deutsche Bahn, un train de déportation, qui tombe dans le vide. Et puis je me suis dit, mais évidemment, c'est parce que ces justes-là, ils ont fait dérailler d'une certaine manière, ils ont empêché que tous ces justes, dans tous les pays, ça ne vaut pas pour la France simplement, prennent le train de la déportation. Et donc, il y a quelque chose là de très fort, et il y a aussi cette idée que les autres, chez qui elle va placer les enfants Herzbaum, ne sont pas encore pour l'instant reconnus justes. Quand les politiques français ont commencé à récupérer cette notion de juste, à parler de juste de France, au moment du discours de Jacques Chirac du Veldiv,
qui, on l'a un peu oublié, ne parle pas que de la reconnaissance du rôle de l'État français, mais aussi évoque les justes. Et là, brusquement, pendant 10 ans, les justes sont devenus un peu une catégorie comme les Français de l'intérieur, les Français libres. Ah oui, tous les juifs en France ont été sauvés par les justes. Non, beaucoup ont été sauvés par les justes. Mais bien entendu, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont sauvé les juifs, parce que pour sauver une famille, il en fallait beaucoup, pour beaucoup de gens. Donc 4300 justes, mais on sait qu'à peu près donc 300 000 juifs ont été sauvés, enfin n'ont pas été déportés plutôt. Ça veut dire qu'on peut estimer qu'il y a des dizaines de milliers de Français, peut-être même des centaines de milliers, qui ont à un moment fait un geste qui a permis, mais qui n'est pas reconnu parce que impossible d'en obtenir la trace écrite. Puisque vous parlez de petits gestes, il y a effectivement des histoires tragiques dans votre livre, notamment quand Léontine Bracchi dit aux enfants Herzbaum votre mère a été emmenée par les Allemands, elle leur annonce ça brutalement, ils ont 10 et 5 ans. Il y a également des belles histoires, notamment celle de Daniel Herzbaum, qui maintenant habite en Israël. En 2019, il fait des conférences, enfin on peut appeler ça des conférences, où il raconte son histoire dans son kibbutz. Et là, à ce moment-là, quelqu'un, je crois que c'est un ami de son fils, le prend, on peut dire à partie, lui dit « Mais vous, qu'avez-vous fait pour Léontine Bracchi ?» Oui, c'est là où on voit que cette reconnaissance des justes, elle arrive aujourd'hui dans un cycle mémoriel. Il y a eu le cycle des déportations, les déportés, des morts, de ceux qui sont revenus, le cycle des résistants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Il reste les enfants cachés. C'est le cycle de la vie, ils vont bientôt mourir. Et donc, ils parlent, ils interviennent. Et ils peuvent se dire, mais attendez, là, vos parents, mais vous-même aussi, il a bien fallu un moment peut-être qu'on vous sauve, qu'on vous ouvre la porte, qu'on vous tende la main. Il n'est pas trop tard. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Moi, quand je rencontre les personnes, on ne sait pas. Il n'y a pas encore assez de publicité, tout simplement. L'information ne passe pas. Qu'on peut encore constituer des dossiers, qu'on peut faire encore des choses, et donc raconter ces histoires qui sont poignantes. Moi, en fait, la grande découverte en faisant ce livre, avec cette quinzaine de chapitres, cette quinzaine d'histoires, en allant voir les descendants des deux côtés, c'est l'incroyable intimité. Ce sont des histoires familiales, et ce sont aussi des histoires qui m'ont appris, je suis pourtant historien, mais que aussi le hasard joue un rôle extraordinaire. Les circonstances, ça peut être quelqu'un que vous croisez brusquement au moment où il le faut, ou quelqu'un qui vous dit la bonne parole. Donc ça peut être une nourrice dans le Morvan qui voit arriver 4 enfants qu'elle a connus avant-guerre. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, qui concerne d'ailleurs aussi la Sarthe. Parce que... Justement, je vais peut-être revenir un petit peu sur la Sarthe. Il y a, je ne sais pas si le terme est approprié, mais il y a une surreprésentation des Sartois, 2% des justes, un peu plus de 80 sur 4300, alors que la Sarthe n'a jamais représenté plus d'1% de la population française. Il y a différentes clés de compréhension, la situation géographique, le fait qu'il y ait beaucoup de nourrices ici, une proximité avec Paris. Léontine Bracchi, d'ailleurs, son époux, elle est seule parce que son époux est policier à Paris. Vous parlez également du caractère taiseux des Sartois qui fait qu'ils peuvent aider des personnes, mais ce caractère taiseux, est-ce qu'au contraire, ça ne fait pas le fait que 40, 60 ou aujourd'hui 80 ans après, quand les personnes sont reconnues justes, ceux qui sont encore vivants ou surtout leurs descendants sont médiatisés, ce caractère taiseux peut faire le fait qu'ils n'ont pas envie d'être médiatisés. Exactement. Et d'ailleurs, Léontine Bracchi en est un bon exemple. Moi, j'ai rencontré les descendants et petite nièce, petite fille. Et voilà, ça se limite à une phrase. J'ai aidé des juifs. Point barre. Il fallait bien les aider, c'est le titre du livre. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre qui a le signe de l'évidence. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur les caractères taiseux, oui, on le sent. C'était une des conditions de la réussite sur le moment. Ensuite, c'est une condition qui fait que ces gens-là n'ont pas appartenu à l'histoire. En fait, ils sont restés hors de l'histoire, ils n'ont rien demandé. La porte de l'histoire s'est refermée sur eux. La vie a repris. On ne s'est pas intéressé à eux. Et puis là, brusquement, on reconnaît enfin leurs gestes. Beaucoup, et d'ailleurs certains ont refusé de leur vivant. Ils ont dit non, on ne veut pas recevoir de médaille. Parfois aussi, c'était les descendants qui estimaient, où il a fallu... Moi, on m'a raconté des histoires, il fallait convaincre véritablement les enfants, dire mais si, faites-le pour vos parents, ah vous croyez vraiment Puis il y en avait aussi des descendants qui n'étaient pas intéressés
Ça aussi, c'est la transmission après dans les familles de l'histoire. Vous avez des nouvelles de la famille Herzbaum dont les frères ainsi que leurs descendants vivent en Israël, proche du Liban, ils sont quasiment en zone de guerre maintenant? Alors non, je n'ai pas de nouvelles. Je suis encore en contact avec leur cousine Dominique Peignoux qui vit à Paris, près de Paris, que je dois revoir là maintenant que le livre est sorti. Donc, mais si il leur était arrivé quelque chose de tragique, elle me l'aurait dit parce que nous sommes avec elle. Je suis resté, je l'ai revu plusieurs fois. Là, on s'est beaucoup concentré sur ce cas de reconnaissance d'une juste sartoise, Léontine Bracchi, de manière posthume. Mais si on prend un petit peu de recul, vous, de votre point de vue, attention, comment on peut expliquer qu'en France, il y a eu beaucoup plus de juifs qui n'ont pas été déportés par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne? C'est un débat qui a été politisé. On se souvient en 2015, Éric Zemmour dit c'est grâce à Pétain. Bon, c'est un polémiste, il se base sur les écrits d'historiens comme Alain Michel. D'autres disent c'est grâce à l'Église, d'autres disent c'est grâce à la géographie. En France, on peut se se cacher à la montagne, à la campagne. C'est pas forcément le cas en Hollande. Il y a différentes grilles de lecture. Forcément, vous n'avez pas la vérité, mais c'est quoi votre clé de compréhension? Je pense que la clé de compréhension, elle est là. Elle est si vous prenez en compte, et vous l'avez très bien commencé à le formuler, il y a de multiples facteurs. C'est-à-dire que le salut d'une personne dans une dictature, dans un régime totalitaire qui a décidé la mort d'une catégorie de la population, il faut pouvoir, à différents moments, déjouer ces plans-là. De manière anthropologique, se sauver, ça a toujours passé par l'idée de cacher et disparaître. Donc là, c'est cacher des gens, faire disparaître des gens. Donc là, il y a de multiples raisons. Politiques, des convictions, il y a eu quand même je parlais des protestants et des religieux, il y a eu des associations très fortes qui avaient commencé un travail avant la guerre avec les réfugiés espagnols, qui avaient eux-mêmes, chez les protestants, par exemple, cette tradition de résistance au pouvoir central et de clandestinité. Il y a eu des raisons politiques, il y a eu des raisons patriotiques. Moi, dans plusieurs chapitres, je tombe sur des Justes qui sont, comme par hasard, des anciens combattants. Il y a ce lien empathique. Je reviens sur l'idée des nourrices, qui est vraiment pour moi une découverte, parce que on a oublié qu'avant-guerre, les gens qui n'avaient pas d'argent partaient très souvent en pension, pas très loin de Paris, dans le grand bassin parisien. Et comme par hasard, là où on trouve le plus de Justes, c'est justement dans ces départements voisins, c'est-à-dire la Sarthe, le Loiret, la Mayenne, l'Oise, l'Yonne, le Morvan, les nourrices du Morvan qui sont bien connues. Donc ça, c'est une base de repli sans le vouloir. Voilà, c'est une base de repli. On se disait bien que dans la campagne, c'était peut-être plus facile. Donc les parents, une fois persécutés dans l'état d'urgence, envoient leurs enfants parce qu'ils ont un contact pour sortir de Paris. Ils se disent, bon, là peut-être qu'ils vont être mieux reçus. Ça peut être tout simplement aussi voir la violence de la répression qui s'abat. Et ça, c'est très important dans le basculement de l'opinion publique française. Et là, je pense au chapitre que je consacre à tout un village, à Aulus-les-Bains dans l'Ariège, qui est un village très particulier, parce que c'est un village où les 800 juifs sont en résidence surveillée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les premiers mois, bon, il n'y a pas de répression, ils sont juste en résidence surveillée. Et puis il y a la fameuse rafle, dont on parle trop peu par rapport à la rafle de Veldiv, qui est la grande rafle qui a lieu dans toute la zone libre du 26 août 42 et qui touche en particulier Aulus-les-Bains. Et là, vous avez... là, il voit brusquement que les policiers de Vichy, ils frappent, ils séparent les parents, les enfants, enfin, des scènes qu'on connaît. Et là, leur état d'esprit change complètement. Ils se disent, bon, on va les aider, tous ces juifs, on va les faire passer. Ils sont juste au pied des montagnes pyrénéennes et la frontière espagnole, donc les bergers. On fait des passages. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'associations et de réseaux juifs. C'est-à-dire que les juifs se sont sauvés eux-mêmes. Ils ne sont pas laissés comme ça, arrêtés, déportés, et ça a joué un rôle. Et puis, il y a tous les réseaux d'amitié qui ont pu exister entre la communauté juive, qui était quand même une communauté juive intégrée. L'histoire de la présence juive française, elle est ancienne. Ce qui n'est pas forcément le cas, comme d'autres pays, en Pologne, où il y avait des quartiers entiers de juifs, donc ils étaient moins intégrés à la vie de la cité, peut-être? Exactement. Après, il peut y avoir d'autres raisons pour la Pologne, avec un antisémitisme plus marqué. Mais donc, en France, les juifs français, mais même aussi les juifs étrangers, même s'ils étaient arrivés depuis peu, pouvaient avoir de multiples liens. Et j'insiste là-dessus, ce sont en fait... La plupart des saluts, ce sont des liens réactivés.
Une des raisons pour lesquelles Jacques Chirac a provoqué un hiatus, notamment en reconnaissant le roc des Justes, mais également en reconnaissant la responsabilité de l'État français en juillet 1995 au Vectif. D'ailleurs, c'est vraiment une rupture par rapport à la politique d'abord de Gaulle puis de François Mitterrand. Une des clés de compréhension, encore une fois, c'est une théorie parmi d'autres que vous avancez, c'est le fait que lui-même, par rapport à son père qui travaillait pour la famille Dassault, dont c'est pas le vrai nom, c'est une famille d'origine juive, ça a pu jouer quelque chose dans le fait que lui-même a été sensibilisé enfant à l'histoire de la Shoah. Oui, en fait, c'était pour un autre livre que j'avais fait sur les autres lieux qui ont fait la France. Je travaillais sur la mémoire des lieux et j'avais fait tout un chapitre sur Brégançon. Et c'est là-bas on m'avait raconté que, en fait, Jacques Chirac venait déjà enfant, juste à côté de Brégançon, sur la côte, et il passait du temps, puisque son père, donc Abel Chirac, travaillait pour Marcel Bloch, donc Marcel Dassault, et que Jacques Chirac était devenu ami avec le fils de Marcel Dassault, Serge Dassault, qui était là-bas, enfant caché, pendant la guerre. Ils étaient devenus amis, et que c'était cette relation-là qu'il avait. Jacques Chirac, il était né en 1932, donc c'est facile, il avait 10-12 ans. Il n'a pas oublié cela. D'ailleurs, en tant que maire de Paris, il est le premier maire d'une grande ville à héberger une cérémonie de remise de médailles de Juste. Je crois que c'est en 1989. En fait, cette cérémonie qui jusque-là avait lieu dans des espaces privés, souvent des espaces juifs, des synagogues, eh bien là est reconnue par la sphère et l'instance publique française, puisque ça a lieu, et c'est ce qu'a maintenant, en fait, c'est souvent des mairies, c'est souvent des préfectures, ça les fait, et vous avez toutes les autorités françaises qui sont là, vous avez le préfet, vous avez le sous-préfet, vous avez le député, le maire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, au fil du temps, depuis, disons, les années 90, mais surtout les années 2000, les autorités françaises ont compris, dans le contexte actuel, dans le contexte de l'antisémitisme, qui revient, que ces cérémonies sont très importantes pour les citoyens d'aujourd'hui et pour les enfants. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai assisté à 3 cérémonies, il y a toujours une présence très forte des écoles, des orchestres d'école, puisqu'il y a aussi des chansons à ce moment-là. Et donc, il faut faire passer ce message de l'antiracisme, de la lutte contre l'antisémitisme, du sentiment juste de l'humanisme, aider. Et donc, c'est une page de l'histoire de France qu'on commence aussi. Alors, bon, la politique a toujours utilisé l'histoire, mais là, au moins, on utilise une bonne face, une bonne version de la France, une belle France. Moi, ce que j'appelle une autre armée des ombres, c'est celle qui n'a vraiment jamais, qui a agi dans l'ombre et qui est restée dans l'ombre, qui sort un peu dans la lumière. Ça nous fait d'abord nous rappeler qu'il y a donc des milliers de Français qui ont eu le bon geste au bon moment, dans des conditions extrêmement difficiles, sous la pression, dans l'urgence de l'histoire. Ce sont des gens qui ont ouvert leurs portes, qui ont tendu la main, qui ont aidé. Quand vous partez, à la fin de votre vie, si vous vous dites que vous avez sauvé une vie, je pense que ça c'est quand même très important. Alors de manière plus religieuse, il y a cette phrase très forte de la Bible qui dit, je crois que c'est Dieu qui dit à Abel, qu'as-tu fait quand la voix de ton frère dans la misère s'est élevée jusqu'à moi? Qu'as-tu fait vis-à-vis de ton frère? Donc il y a quelque chose là d'essentiel. Et si vous voulez, c'est s'inscrire dans l'histoire, c'est rappeler que l'histoire, elle peut commencer au tournant, à l'angle de la rue, au tournant, à tout moment. Parce que c'est ça ce qui s'est passé avec eux. Et que c'est pas une entité abstraite qui concerne le Proche-Orient, l'Ukraine, mais qu'elle nous concerne nous tous. Elle peut, et on l'a bien vu au moment des attentats, elle peut surgir à tout moment et qu'il faut avoir la bonne réaction. Ça passait aussi par des valeurs, c'est-à-dire ça tombe pas du ciel. Et je pense aussi d'ailleurs que s'il y a eu tant de Français qui ont été, c'est parce que ils avaient reçu aussi l'enseignement de l'école, de la Troisième République, qui avait quand même de bonnes valeurs laïques, d'antiracisme, d'humanisme, d'universalisme. Ça a joué. Il y a une autre question que j'ai oublié de vous poser, elle est hyper importante, après je vous libère. Vous rappelez quelque chose de très important dans votre livre qui n'est pas forcément connu du public. Il a quand même fallu le procès de Klaus Barbie en 1987 et une de l'Express en 1990 qui s'appelait Sans oublier les enfants, pour que dans la mémoire collective, ça peut être les films, ça peut être les livres, les reportages, on se rappelle que les enfants aussi ont été déportés. C'est-à-dire qu'enfant, avant, il y avait une sorte de voile de pudeur sur ça.
Oui, d'ailleurs, je vous répondrai avec un film que vous connaissez évidemment, c'est Au revoir les enfants. Et là, qui est sorti pendant le procès Barbie, en 1987. Parce que je consacre un chapitre sur la manière dont on a parlé dans les livres et le cinéma français. Et comment, en fait, on a vraiment évité, il y a pas de livres, il y a quelques livres sur des figures isolées de juste, mais il n'y a pas de livres. Il y a vraiment un trou des historiens. Parce que c'est un objet compliqué à saisir historiquement. Le film, au cœur, il y a ce religieux qui dirige le collège d'Avon, dont Louis Malle était un ancien élève. Mais en fait, les gens n'ont retenu parce que le film est sorti au moment du procès. C'était l'histoire d'amitié entre un non-juif et un juif qui se terminait tragiquement par l'arrestation de l'enfant juif et l'arrestation du père. Mais en fait, les gens, alors ils ont découvert, et ça a été un choc que les enfants étaient déportés, mais c'est ça qui a un peu occulté que le fait que c'était quasiment le premier film sur un juste. Avant, c'était quoi vraiment? C'est pour ça que j'utilise ce terme vogue de pudeur. C'est comme si on voulait pas savoir que des enfants avaient été déportés. C'était une réalité peu connue. Je pense aussi que ceux qui avaient témoigné dans la déportation, il faut voir encore, là c'est une question de cycle mémoriel, le véritable témoignage passe par des gens qui ont, dans les années 70-80, avaient 60-70 ans, n'étaient pas des enfants justement. Et donc de quoi ils parlent? Ils parlent de leur déportation, de leur vie dans les camps, mais ils ne parlent pas de des enfants. Ils parlent de la frange adulte. Je pense que c'est une des raisons, mais là aussi c'est à creuser. C'est à creuser, merci. Merci à vous.